programme avec l'Azérostop, centre Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazérostop.com. Votre programme avec les soins solaires Olysée. Bien protégé, bien hydraté pour un été en toute sérénité. Votre rendez-vous en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Il est midi, bienvenue sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour le Déj Info. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, ce lundi, quelle solution face aux violences urbaines? La CRS 81 a été déployée à Béziers la nuit dernière, tandis qu'un couvre-feu est instauré dès ce lundi soir pour les jeunes mineurs à Nîmes. Nous verrons si ces mesures peuvent être efficaces. Trouver une sortie de crise pour boucler le budget 2026, c'est l'une des priorités du gouvernement après la présentation du plan Bayrou la semaine dernière. La ministre du Travail a convié les syndicats aujourd'hui. Plus d'1 million de signatures contre la loi Duplon. Le succès populaire de cette pétition en ligne peut-il changer quelque chose? Emmanuel Macron va-t-il répondre à l'appel des signataires? On fera le point dans ce journal. Et puis l'arrivée en Ukraine de Jean-Noël Barrot ce matin, le ministre des Affaires étrangères qui vient soutenir le pays. Quelques heures après de nouvelles attaques russes dans la région de Kiev notamment, on retrouvera notre envoyé spécial sur place. Mais on commence ce Déj Info en prenant la direction de Béziers où la nuit a été plus calme après ce guet-apens tendu aux pompiers et aux forces de l'ordre ce week-end. Un appartement a été incendié, touché par un mortier d'artifice. Tout ça dans un quartier rongé par le trafic de stupéfiants. C'est là qu'on vous retrouve Laura Cambo pour BFM TV avec la CRS 81 qui a été déployée la nuit dernière pour maintenir l'ordre. Oui, la CRS 81, c'est cette unité spécialisée qui a été créée il y a quelques années, spécialisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et dans la lutte contre les violences urbaines. Il y avait une trentaine de ces policiers CRS qui ont été présents toute la nuit, qui ont effectué des patrouilles aux côtés de policiers de l'Hérault. Au total, ce sont 60 policiers supplémentaires qui ont été mobilisés par la préfecture. Alors, ils ont fait des patrouilles, également procédé à des contrôles d'identité. Et en effet, la nuit a été calme selon les habitants que nous avons croisés sur place. Bilan de la nuit, selon le préfet de l'Hérault, 25 véhicules et une dizaine de personnes contrôlées. Il y a eu 3 interpellations et ces mesures, elles vont être appliquées de nouveau cette nuit. Il y aura de nouveau la police qui va patrouiller, le CRS qui vont patrouiller toute la nuit dans ce quartier de la Devèze. Mais pour les habitants que nous avons croisés, à l'instant, ça n'est pas forcément suffisant. Écoutez-les. Ça fait 55 ans que j'habite la Devèze et que jamais j'ai vu des trucs comme ça. Ça n'existait pas avant, ça c'est sûr. Là, je ne sais pas ce que c'est, s'ils ont le diable au corps ou quoi, je n'en sais rien. Mais ça devient impossible, impossible. Je pense que la police, elle est présente, mais pas suffisamment et pas quand il faut. Pas quand il faut surtout, voilà. On a peur quand on vient dans n'importe quel commerce. Les patrouilles, c'est bien, mais c'est un temps donné. Les habitants que nous avons croisés qui sont marqués par les violences qui se sont succédées dans la nuit de samedi à dimanche. Vous le disiez, un guet-apens a été tendu aux policiers et à la suite de ce guet-apens, il y a eu des tirs de mortier d'artifice. Un tir de mortier d'artifice qui a atterri dans un appartement qui a complètement brûlé. Il y a 9 personnes qui ont dû être relogées. Selon le procureur de Béziers, eh bien, ces violences pourraient être le résultat, la conséquence de plusieurs arrestations mené plusieurs interpellations contre les trafiquants de drogue ces dernières semaines. Laura Cambo à Béziers avec Margot Sève. Merci beaucoup pour ces précisions. À Nîmes, c'est un couvre-feu qui entre en vigueur dès ce lundi soir. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans. Décision prise pour enrayer les violences urbaines liées au narcotrafic de ces derniers jours. Un couvre-feu qui sera en vigueur au moins 2 semaines. Laura Cambo, Margot Sève, Louise Ongasni et Bettina de Guglielmo. Ce couvre-feu concerne 6 quartiers sensibles de Nîmes. Certains habitants espèrent dès ce soir avoir 15 jours d'accalmie. Moi je trouve que c'est tout à fait normal. Autour, on entend tout le temps des tirs. C'est invivable, quoi. C'est pas normal. C'est une bonne chose, comme ça au moins ça permet de les protéger. Si déjà pendant 15 jours ça permet d'avoir un quartier le soir tranquille, même pour les habitants,
on les prend. À partir de 21h ce soir et jusqu'à 6h du matin, les mineurs de moins de 16 ans devront être chez eux. Une mesure en vigueur pendant 15 jours, renouvelable si nécessaire. 8 fusillades ont eu lieu à Nîmes en moins de 2 semaines. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans impliqué dans des affaires de stupéfiants a été abattu par balle. La population est partagée. Pour certains, ce couvre-feu ne réglera rien. Donnez-leur un avenir aux jeunes, hein. Arrêtez de les enfermer. C'est pas en les enfermant que ça va résoudre quoi que ce soit. Je suis médiatrice sociale et je fais des actions pour que les parents sortent leurs enfants dans les quartiers parce qu'ils les sortent plus, parce qu'effectivement il y a ce trafic. La police, elle n'y est plus dans les quartiers. Depuis qu'il n'y a plus la police de proximité, elle tourne autour et elle n'intervient pas. Des policiers supplémentaires sont actuellement recrutés à Nîmes. À la rentrée de septembre, nous aurons donc 13 policiers supplémentaires. L'engagement pris par le ministre de l'Intérieur est effectivement le recrutement de plus d'une trentaine de policiers. Nous a même autorisé à en recruter plus. En attendant, une compagnie de CRS arrive en renfort pour faire respecter ce couvre-feu. Et on parle de ces violences urbaines avec notre invité Medjid Moub. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire régional adjoint FO Justice à la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France. Le couvre-feu, on vient de le voir dans ce reportage, est-ce que c'est une mesure efficace selon vous ? Alors, c'est une mesure temporaire qui peut avoir son efficacité, mais le traitement de la délinquance, elle a lieu en long terme. Donc nous, à Force ouvrière, on demande plus de moyens parce que nous, on intervient après les décisions judiciaires. Et donc, ces mesures temporaires, elles peuvent avoir leur efficacité, mais à court terme. Et donc, le traitement de la délinquance, ça se traite à long terme. Donc, une efficacité à court terme, ponctuelle, les couvre-feux, ça veut dire qu'il faut d'autres solutions. Qu'est-ce que vous préconisez ? Nous, Force ouvrière PJJ, on demande plus de moyens parce que sur le terrain, par exemple, moi, je suis secrétaire régional adjoint à la protection judiciaire en Île-de-France. On n'a pas de renfort, c'est-à-dire qu'on demande des moyens parce que, par exemple, sur les milieux ouverts, il y a des mesures en attente, c'est-à-dire des mineurs qui ont commis des délits et les mesures restent en attente. Il n'y a pas l'efficacité pour le traitement de la délinquance. Des moyens, c'est quoi ces moyens ? Qu'est-ce que vous réclamez très concrètement ? Des moyens humains, c'est-à-dire que nous, on demande à ce qu'il y ait plus, là par exemple, sur le STEMO de Drancy, c'est un service territorial de milieu ouvert, il y a un préavis de grève parce que, par exemple, vous prenez, nous on travaille en pluridisciplinarité, il y a des psychologues, ils ont des contrats tous les 2 mois, donc cette précarité dans l'emploi, elle n'est pas suffisante, et puis il manque des éducateurs sur le terrain, que ce soit sur Drancy et Aulnay-sous-Bois, et même en prison, c'est-à-dire qu'on intervient au quartier mineur de Villepinte, et puis il n'y a pas de moyens suffisants pour qu'on puisse accompagner ces jeunes pour éviter la réitération dans la délinquance. Est-ce que la loi narcotrafic de Bruno Retailleau, qui a été votée il y a peu de temps, définitivement adoptée, va pouvoir vous aider ? En quoi ? Est-ce qu'il y a des manquements ? Alors nous, sur le terrain, c'est-à-dire que cette mesure, elle a son efficacité, enfin le démarrage sur le secteur de Marseille et puis en Île-de-France. Donc il y a des éducateurs qui vont être dédiés sur ces missions pour tout ce qui est en lien avec le narcotrafic, mais ça va démarrer en septembre pour nous. Merci beaucoup Medjid Moub d'avoir été notre invité dans ce Déj Info sur BFM TV. Du nouveau dans l'affaire Jubilard, la présidente de la cour d'assises du Tarn vient de décider l'ouverture d'un supplément d'information après les révélations de son ex-petite amie. Bonjour Pauline Revenaz. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef du service police-justice BFM TV. Quelles sont les dernières informations dont on dispose ? Donc la cour d'assises, vous l'avez dit, vient d'ordonner un supplément d'information. C'est un cadre légal qui va permettre d'entendre l'ex-compagne de Cédric Jubilard. Souvenez-vous, dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, et c'est eux qui donnent cette information ce matin, qui est confirmée par le service police-justice de BFM TV. Cette compagne, elle explique que lors d'un parloir à la prison de Toulouse ces derniers mois, Cédric Jubilard lui a fait des aveux, en quelque sorte des aveux circonstanciés, et lui a même mimé l'acte d'étranglement pendant lequel il aurait donné la mort à Delphine Jubilard. Il m'a dit avoir étranglé Delphine et avoir imité sur moi. Il a même imité sur moi le geste qu'il aurait pu faire pour la tuer. Il s'est placé dans mon dos, il a placé une main sur mon front, il a fait une clé de coude avec l'autre bras et il m'a expliqué ensuite avoir serré tellement longtemps que ça avait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. Ce sont des propos qu'il va falloir encadrer, c'est la raison pour laquelle il y a ce supplément d'information. Et la présidente de la cour d'assises, elle demande aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse de procéder à l'audition de cette jeune femme
avant le 31 juillet, de lui remettre un rapport circonstancié. Et sur la base de ce rapport, ensuite, il sera décidé ou non de garder les dates de ce procès, parce que je le rappelle, Cédric Jubilard, il doit être jugé à partir du 22 septembre devant la cour d'assises d'Albi. Il faudra voir si la justice, après ce supplément d'information, a besoin d'un autre délai ou si on va pouvoir tous se retrouver, si je puis dire, devant la cour d'assises le 22 septembre. Voilà. Cédric Jubilard, je le rappelle, qui est évidemment jugé pour le meurtre sur conjoint. Sa femme, Delphine Jubilard, commis dans la nuit du 15 décembre 2021 au 16 décembre 2020. Et on le rappelle, Delphine Jubilard, il n'y a pas de scène de crime. Et le corps de Delphine Jubilard, à cette heure, n'a jamais été retrouvé. Merci Pauline Revenat pour ces précisions. Évidemment, on continuera de suivre l'évolution de cette affaire, notamment dans le Dej Info. 12h09, on en vient à présent au gouvernement qui veut donner aux entreprises des preuves d'amour, en tout cas. C'est l'objectif de ce 3e conseil des entreprises. Il est réuni aujourd'hui à Bercy. Le ministre des Finances et de l'Économie, Éric Lombard, qui a pour objectif de boucler ce budget 2026 dans les meilleures conditions. On l'écoute. Il y a une concurrence très forte de l'ensemble des pays et puis il y a ce dialogue difficile avec les États-Unis d'Amérique sur les droits de douane. Et c'est la raison pour laquelle, dans le budget que le Premier ministre a présenté la semaine dernière, il était absolument essentiel de protéger les entreprises, de ne pas augmenter la fiscalité, de ne pas augmenter les charges qui pèsent sur elles, parce que la compétitivité, c'est la meilleure façon de développer notre économie, de continuer à créer des emplois et à protéger l'avenir. Et dans le même temps, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, reçoit, elle, les syndicats ce lundi, en préambule donc aux négociations sociales qui ont été souhaitées par le gouvernement dans le cadre de cet effort budgétaire. Oui, ce matin, c'est Marie-Lise Léon de la CFDT qui a été reçue avant Cyril Chabagnier de la CFTC cet après-midi. Seulement une partie des syndicats participent à ces échanges. La CGT a décliné. Force ouvrière a reporté la rencontre. Alexis Cuvillier, on en parle avec vous, chef adjoint du service politique BFM TV. Le gouvernement qui, malgré de fortes oppositions, ne semble pas changer de méthode. Oui, pour l'instant, c'est toujours l'heure de la concertation. Au ministère du Travail, les syndicats qui commencent à être reçus par Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, qui doit notamment évoquer avec eux un certain nombre de sujets, et notamment des sujets sensibles qui ont beaucoup marqué l'opinion la semaine dernière. Je pense par exemple à cette proposition de travailler sur 2 jours fériés. Du côté du ministère de l'Économie, cette fois-ci, c'était des organisations patronales qui étaient reçues pour, en effet, rassurer les entreprises qui sont inquiètes de certaines perspectives, qui redoutent pour certaines une forme d'instabilité qui pourrait à nouveau survenir à l'occasion, par exemple, d'une censure du gouvernement. C'est aussi intéressant cette réception à Bercy parce que cela montre que les entreprises vont devoir avoir un certain nombre de signaux. Elles peuvent être rassurées parce qu'il n'y aura pas de geste de Bercy, en tout cas de demande supplémentaire sur le budget, d'un effort supplémentaire pour ces entreprises. Vous vous souvenez, sur le précédent budget, un effort ponctuel leur avait été demandé. Ce n'est pas le cas dans le prochain budget, en tout cas dans le projet tel qu'il est décliné à ce stade par le gouvernement. Et sur ce sujet, les entreprises peuvent en effet être rassurées. De la concertation donc de tous les côtés, c'était aussi ce que disait François Bayrou ce week-end devant notre caméra. Il se fait discret, le chef du gouvernement, depuis plusieurs jours. Il était présent dans sa ville de Pau pour assister au départ d'une étape du Tour de France. Il y aura toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, a dit François Bayrou. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Le gouvernement qui espère donc que d'ici 2 mois, on puisse atterrir sur une copie qui pourrait lui permettre de passer l'épreuve de la censure. Merci beaucoup Alexis Cuvillier pour ces précisions. Plus d'1 million de signatures. Et après, la pétition contre la loi Duplon a franchi un nouveau cap symbolique hier. Cette pétition pour la loi Duplon, on va en parler avec Lisa Adef qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Lisa. Pourquoi d'abord cette pétition a-t-elle été lancée ? Les plus d'1 million de signataires de la pétition appellent à l'abrogation immédiate de la loi et elle est décrite comme une aberration scientifique, aberration éthique, environnementale et sanitaire. Parce qu'avec la loi Duplon, un pesticide va être réintroduit, l'acétamiprid.
amiprid, utilisé notamment pour la production de betteraves. Il se diffuse dans toute la plante pour la protéger des insectes ravageurs, dont les insectes pollinisateurs, pour lesquels il est donc nocif. Il est banni depuis 2018. Ce pesticide appartient à la famille des néonicotinoïdes. Considéré comme un boulet au pied de l'agriculture française, ce sont les mots du sénateur Duplon. Ce pesticide est autorisé au niveau européen. En Italie, par exemple, son utilisation est autorisée jusqu'à au moins 2033. En Allemagne, en Pologne, en Espagne ou encore en République tchèque, l'acétamipride est utilisé directement sur les plants. Et pour le sénateur Duplon, l'interdire en France, c'est faire courir une concurrence déloyale aux agriculteurs français. Alors Lisa, pourquoi la France a interdit ce pesticide? Parce qu'il présente une forte toxicité. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments et deux récentes études, l'acétamipride pourrait être neurotoxique pour le développement des enfants. Une étude expérimentale a aussi prouvé que la molécule peut provoquer des cancers du sein. Et il y a également une forte présomption de lien entre l'exposition à ce pesticide et plusieurs cancers, prostate, leucémie, des lymphomes, auxquels s'ajoutent des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson par exemple. Alors la question que tout le monde se pose, Lisa, est-ce que cette pétition, elle peut changer quelque chose? Pas vraiment. Une pétition à 500 000 signatures ouvre la possibilité d'un débat à l'Assemblée nationale si les signatures sont issues d'au moins 30 départements, ce qui est le cas ici. Mais attention, possibilité d'un débat, ça ne veut pas dire obligation de débat et encore moins abrogation de la loi. L'Assemblée peut aussi décider de débattre uniquement de la pétition sans réexaminer la loi Duplon sur le fond. Merci beaucoup Lisa Def pour toutes ces précisions. Un mot de justice à présent avec les premiers transferts qui sont attendus à la fin du mois. Les narcotrafiquants les plus dangereux sont attendus à la fameuse prison de Vendin-le-Vieil. C'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est une avocate indignée et en colère que nous avons rencontrée. Son client a été notifié de son transfèrement, mais il le refuse. Alors de quel recours dispose-t-il? Sa requête a-t-elle des chances d'aboutir? Éclairage avec Nassim Gomri, Barbara Durand et Bettina Desgouglielmo. Son client est emprisonné ici, à la maison d'arrêt de Beauvais. Condamné en première instance à 25 ans de réclusion criminelle pour séquestration, accompagné d'actes de torture et de barbarie en bande organisée en 2023, son client a fait appel. Pour elle, il n'y a aucune raison de le transférer à Vendin-le-Vieil. Mon client, dans l'intégralité des affaires le concernant, c'est toujours en cours d'enquête, il est toujours présumé innocent. Donc mon client n'est pas un narcotrafiquant et c'est ça qui est grave. Ce qu'elle redoute particulièrement, ce sont les conditions de détention auxquelles il pourrait être soumis. Les détenus auront le droit à des parloirs famille exclusivement à travers un hygiaphone. Ils vont avoir un accès à la cabine téléphonique, je crois, de 2 fois 2 heures par semaine. Ce sont des conditions de détention qui sont parfaitement cruelles et inhumaines. Pourtant, selon cet autre avocat, ce recours a très peu de chances d'aboutir. On a le sentiment, en fait, que l'administration répond à une décision politique qui est prise à l'avance. Ils ont été sélectionnés et il y aura une marge de manœuvre qui sera très faible. Très franchement, moi, je n'ai que peu d'espoir sur les chances de succès d'éventuelles contestations de ces décisions de transfert. Ouais. Pour l'heure, au moins 2 détenus contestent leur transfert vers cette nouvelle prison ultra sécurisée pour les 100 narcotrafiquants jugés les plus dangereux du pays. L'actualité à l'étranger à présent avec ces nouvelles frappes russes en Ukraine la nuit dernière. 4 districts de Kiev ont été touchés. Le bilan est d'au moins 1 mort et 2 blessés. Plusieurs incendies ont éclaté, notamment dans une école maternelle. Les autorités ukrainiennes ont appelé les habitants à rester dans les abris. Et quelques heures après ces nouvelles attaques, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, est arrivé à Kiev ce matin. Regardez ces images, une visite qui intervient après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions adoptées par la France et l'Union européenne contre la Russie. Et plus de 3 ans après le début de cette invasion russe en Ukraine, l'économie de guerre se met en place dans le pays. Le pays qui a complètement, vous allez voir, modifié son industrie. Aujourd'hui, 40% des armes utilisées sur le front sont fabriquées en Ukraine. Mais tout cela ne se fait pas sans risque. Des usines sont régulièrement ciblées par l'ennemi russe. Reportage Pierre Barbin, Jao Alankar et Philippe Dotsenko. Lorsque la guerre a commencé, cet ingénieur a voulu aider son pays. Il a donc décidé de produire des drones pour l'armée ukrainienne. Ce drone a une portée de 30 à 35 km depuis la position du pilote. Avec celui-ci, on peut détecter un tank et repérer certains points de commandement. Dans ce lieu secret où le personnel se doit de rester discret, près d'1 millier de drones est produit chaque mois. L'entreprise voulait jouer un rôle dans cette guerre. C'est notre mission de dégager les Russes de notre pays. C'est un sentiment simple. On doit être libre.
Selon Volodymyr Zelensky, 40% des armes utilisées sur le front sont aujourd'hui fabriquées en Ukraine. L'industrie du pays joue désormais un rôle dans cette guerre, mais ce n'est pas sans risque, loin de là. Depuis un an, cet Ukrainien conçoit des caméras thermiques pour l'armée. Mais face à la menace, il refuse de montrer son lieu de travail. Nous sommes des cibles importantes pour l'ennemi. Il nous chasse. Quelques jours plus tôt, une entreprise similaire à la sienne a d'ailleurs subi une attaque de drone russe. Bien heureusement, c'était la nuit. Personne n'a été tué ni même blessé. Mais la ligne de production a été totalement détruite. Dans les prochains mois, la production d'armes en Ukraine va continuer de s'accentuer. Une manière d'être moins dépendant des autres pays. On prend la direction des États-Unis à présent. C'est le caillou dans la chaussure de Donald Trump, le président américain qui peine à s'extirper de ses rapports passés avec Jeffrey Epstein. On parle avec vous, Patrick Sauce, chef du service international BFM TV. Alors, il y a eu cette plainte déposée par Donald Trump ce week-end contre le Wall Street Journal qui lui attribuait un certain dessin salace qui avait été donc envoyé à Jeffrey Epstein. Et depuis ces dernières heures, Donald Trump continue. Il s'en est pris cette fois-ci à Barack Obama sur son réseau social. Oui, on est vraiment sur le système de contre-feu et de contre-feu. Et le problème, c'est que ça dure assez longtemps. Le dernier en date, avec vraiment toute la machinerie trumpiste, c'est effectivement de dévier les conversations de Jeffrey Epstein à Barack Obama. Que reproche-t-on à Barack Obama? Celui d'une conspiration d'État. Les termes sont bien choisis parce que c'est un crime fédéral qui peut aller très loin dans la justice. Et on reproche du côté de l'administration Trump à Barack Obama, lorsqu'il était président, d'avoir essayé de montrer, de falsifier des preuves selon lesquelles il y avait une collusion et des ingérences russes dans la campagne de 2016 en faveur du candidat Donald Trump qui avait fini par gagner. Et tout cela est mené par Tulsi Gabbard. J'utilise vraiment ce nom-là et je nomme cette directrice du renseignement national parce que pendant des années, pendant plus de 20 ans, ça a été une démocrate. Elle était représentante notamment de l'État d'une circonscription dans les îles d'Hawaï. Elle était vraiment derrière toute la machine là aussi du Parti démocrate. Et puis, elle a tourné kazakh, il n'y a pas d'autre mot. Elle est devenue une fervente trumpiste. C'est l'une des personnalités les plus poreuses, étrangement, à la désinformation russe. Elle a vraiment totalement changé de logiciel et elle se retrouve désormais sur tous les plateaux de télévision évidemment plutôt trumpiste, notamment sur certaines tranches bien nommées, bien marketées sur Fox News, où vraiment elle qualifie de Barack Obama de traître à la nation. Est-ce que ça va suffire à détourner le regard, y compris de la base trumpiste qui se méfie désormais de son propre président? Le fameux MAGA dont certains brûlent les casquettes un petit peu. Oui, parce qu'en fait, ça a été une promesse de campagne, c'est-à-dire d'ouvrir tous les dossiers qui étaient sujets aux pires théories du complot, les assassinats des frères Kennedy, de Martin Luther King et donc le scandale autour de Jeffrey Epstein. Il se trouve que pour l'instant, Donald Trump n'a jamais été inquiété judiciairement. Le seul problème, c'est que comme il jette de l'huile sur le feu de ce dossier-là, eh bien, les doutes commencent à venir, y compris dans sa base. Merci beaucoup Patrick Sauce pour ces précisions. Dans un instant, on reviendra sur ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard. La justice vient de décider de rouvrir l'enquête pour entendre l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. Bon appétit et à tout de suite sur BFM TV. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. La voiture de vos rêves chez Auto Héros. Plus de 3000 voitures d'occasion révisées. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de 8 900 € ou la Volkswagen Polo à partir de 11 600 €. Toutes reconditionnées par des professionnels et avec une garantie d'1 an incluse. Trouvez votre voiture maintenant sur autohero.com ou dans l'application. Découvrez Ninja Slushy, une façon pratique et facile de réaliser des boissons glacées chez vous. Pas de glaçons, donc pas de boissons diluées. Pas de mixage, donc une texture parfaitement homogène. Il suffit de verser, d'attendre et de savourer. 5 programmes en une touche pour créer toutes les boissons que vous souhaitez. Transformez toutes vos boissons préférées en parfait granité. Savourez des résultats parfaits. Ninja Slushy est arrivé.
Les amis, j'ai fait comme j'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme j'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été, moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous maintenant sur comgem.fr, stopportante.fr. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Avec Nutribullet, un maximum de nutrition en un minimum d'effort. 7 jours sur 7. Groupama est là et soutient les passionnés de vélo. Nous avons déjà offert à plus de 15 000 cyclistes amateurs un maillot aux couleurs de leur club. Groupama. Groupama, toujours là pour moi. Rapide comme l'éclair de tout l'univers. Secteur alarme, agit aussitôt en moins de 20 secondes chrono. Moins de 20 secondes chrono? Et puis quoi encore? Et puis, les frais d'installation sont offerts. Allez vite sur sectoralarme.fr, parce qu'on rentre comme dans un moulin ici. Sectoralarme.fr, installation en moins de 24 heures. Chaque histoire de café commence ici. Fraîchement moulu, perfetto. Partout en France, un rituel partagé. De'Longhi sublime chaque tasse. Merci de nous avoir élus marque préférée des Français. Notre plus belle histoire, c'est avec vous. Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. Aujourd'hui, on te présente BYD Dolphin Surf, la citadine 100% électrique pour surfer sur la ville au quotidien. BYD Dolphin Surf 100% électrique avec karaoké de série à partir de 199 € par mois. Et c'est sans apport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet byd.com/fr. Votre programme avec Lazerostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. Votre programme avec les soins solaires Olysée. Bien protégé, bien hydraté pour un été en toute sérénité. Votre rendez-vous en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. La météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Bonjour à tous, un lundi sous les averses. Alors les forts orages ne sont plus d'actualité, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, le temps va rester très instable une bonne partie de la semaine et sur les 3/4 du territoire. Alors la dépression qui nous a concerné tout le week-end, vous la voyez ici avec encore ce bel enroulement nuageux. La perturbation associée est en train de s'évacuer vers la Suisse et l'Italie. Elle a donné donc de bons orages comme vous le voyez sur l'est et le sud-est aussi avec des cumuls de pluie importants. On a battu des records par endroit. C'était le cas par exemple dans les Bouches-du-Rhône où il est tombé plus de 90 mm de pluie en quelques heures seulement. Alors cet après-midi, on retrouve donc pas mal d'instabilité sur un large quart nord-est avec des averses, quelques coups de tonnerre possibles aussi. Pas mal de vent comme vous pouvez le constater avec des rafales jusqu'à 80 km/h à l'intérieur des terres. Et l'amélioration se confirme dans le sud-est près de la Méditerranée où vous retrouvez le soleil. Les températures cet après-midi, stationnaires par rapport à hier, elles sont tout juste de saison par endroit. C'est plutôt le vent qui peut donner donc une impression
de fraîcheur, notamment sur la moitié nord. En revanche, grâce à l'ensoleillement, les températures dépassent les 30 degrés dans le sud-est, notamment du côté de Nice. Pour demain, donc, ce sera une journée d'accalmie avec encore un ciel variable sur les 3/4 nord. Encore pas mal de vent, quelques averses. Plus au sud, la situation donc s'améliore avec le retour du soleil. Le soleil qui va donc gagner quelques kilomètres vers le nord dans le courant de l'après-midi. Et le long des frontières du Benelux, le ciel restera encore bien nuageux. Pour vos températures le matin, entre 12 degrés à Aurillac, 22 degrés pour Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures ne bougent pas beaucoup. 24 à Paris, 25 à Dijon et encore près de 30 degrés. Donc près de la Grande Bleue, 31 à Perpignan et 31 degrés aussi pour Marseille. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. 12h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les titres à la une de ce Déj Info, ce lundi 21 juillet. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard. La justice du Tarn décide de rouvrir l'enquête pour entendre l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. Ça passera par une demande de supplément d'informations. Tous les détails, les explications dans un instant avec Vincent Ventighem. Le budget de François Bayrou en discussion avec les syndicats au ministère du Travail et avec les patrons à Bercy. Nous serons avec Chloé Giraud pour suivre les premières rencontres avec les organisations syndicales. Quelle solution aux violences urbaines? Renfort de CRS à Béziers ou à Limoges, couvre-feu à Nîmes. Retour sur ces mesures déployées pour lutter contre les conséquences du trafic de drogue dans ce journal. Mais tout d'abord du nouveau dans l'affaire Jubilard. La présidente de la Cour d'assises du Tarn vient donc de décider l'ouverture d'un supplément d'information après les révélations de son ex-petite amie, l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. On voit avec vous Vincent Ventighem du service police-justice de BFM TV. Bonjour. Ce que cela signifie exactement cette procédure? Bien, ça signifie que l'enquête peut être relancée, en tout cas, alors qu'on estimait qu'elle était désormais clôturée. Cette enquête, elle va se poursuivre avec l'audition de cette jeune femme qui se présente, alors on ne sait pas trop, ex-petite amie de Cédric Jubilard ou actuelle compagne, parce qu'elle l'a encore visité récemment au parloir de la prison où il est détenu, où il attend son procès qui doit s'ouvrir au mois de septembre à la cour d'assises du Tarn à Albi. Et Justine, cette jeune femme, a fait des déclarations récemment à nos confrères du Parisien, déclarations dans lesquelles elle indiquait que Cédric Jubilard lui avait avoué lors de plusieurs parloirs en début d'année le meurtre de Delphine, sa femme dont on n'a jamais retrouvé le corps, qu'il avait même mimé sur elle le geste, l'étranglement qu'il avait effectué sur sa femme pour mettre fin à ses jours en décembre 2020. À la suite de ces déclarations, il y a eu des demandes qui ont été formulées à la présidente de la cour d'assises du Tarn et aujourd'hui, elle y a donné une suite favorable en demandant que cette jeune femme soit officiellement entendue par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse qui mène l'enquête depuis le départ, avec une date butoir le 31 juillet. C'est-à-dire que les gendarmes vont devoir entendre cette jeune femme pour voir si elle confirme ce qu'elle a dit aux médias, si elle confirme ce qu'elle a dit aux Parisiens, notamment lors de cette audition. Vont faire un rapport de synthèse qui sera remis à la présidente de la cour d'assises du Tarn avant le 31 juillet. Puis on verra après si, en fonction de ces déclarations, il y a la possibilité de maintenir le procès qui, je le rappelle, est prévu au mois de septembre prochain. 31 juillet, finalement, ça va aller très très vite. C'est dans 10 jours. C'est-à-dire que cette jeune femme va être entendue très rapidement. Et puis on va faire une synthèse de ces déclarations. On va voir si il y a des contradictions, il y a des incohérences dans ce qu'elle raconte, parce que à nos confrères du Parisien, elle a fait des déclarations très circonstanciées. Elle explique qu'elle a visité Cédric Jubilard en détention à plusieurs reprises en ce début d'année, qu'il lui a fait ses aveux, qu'il a donné des éléments de compréhension sur le geste qu'il a commis sur son ex-femme, et également des circonstances sur l'endroit où il aurait pu enterrer son corps. Donc tout ça va être soumis à évidemment audition par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Et puis derrière, on verra si ça ouvre de nouvelles investigations, parce qu'on se doute que si elle maintient ses déclarations, si elle va plus loin, si elle en dit davantage, il y aura peut-être aussi d'autres investigations à mener. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le procès qui est donc prévu, comme vous le disiez, en septembre, pourra quand même se tenir avec ces nouvelles investigations qui pourraient avoir lieu? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec cette date butoir du 31 juillet, la présidente de la cour d'assises du Tarn semble vouloir maintenir les dates du procès qui doit s'ouvrir le 22 septembre pour une durée de 4 semaines. C'est-à-dire qu'elle veut aller très vite pour l'audition, de manière un peu à purger cette affaire d'audition et de déclaration, et de maintenir le procès. Maintenant, il est évident que les nombreux avocats dans le dossier, et notamment les avocats de Cédric Jubilard, vont aussi s'engouffrer dans cette brèche pour demander à leur tour de nouvelles investigations, pour tenter toujours
de défendre leurs clients qui, il faut bien le dire, clament son innocence depuis le début dans cette affaire. Delphine Jubilard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et il faut le rappeler, on n'a jamais retrouvé son corps. Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence dans ce dossier et c'est vrai qu'on en est là à quelques semaines de l'ouverture de ce procès avec ce nouvel élément. Donc évidemment, il y aura sans doute des demandes d'investigation complémentaires, des déclarations, parce que cette audition qui va être réalisée, elle va être versée au dossier. Toutes les parties civiles, mais aussi la défense de Cédric Jubilard vont y avoir accès et vont effectuer des observations. Reste à savoir si on s'en tiendra à cette simple audition en maintenant les dates du procès au 22 septembre prochain, ou si au contraire, la justice va estimer qu'il y a de nouvelles investigations à mener et qu'on ne peut pas maintenir le procès en ces circonstances à cette date-là. Il faudra alors le repousser. Merci beaucoup Vincent pour ces précisions. Nouveau rebondissement donc dans l'affaire Jubilard, avec la justice qui décide de rouvrir l'enquête pour entendre l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. Dans l'actualité aussi, les syndicats conviés au ministère du Travail, invitation en amont des négociations sociales que le gouvernement souhaite engager autour des économies budgétaires demandées par le Premier ministre. C'est là-bas qu'on vous retrouve, Chloé Giraud, au ministère du Travail, donc avec tous les leaders syndicaux qui n'ont pas tous accepté cette invitation. Effectivement, la CFDT fait partie des rares à avoir accepté l'invitation, représentée par Marie-Lise Léon, sa secrétaire générale, qui est actuellement ici, donc en train d'échanger avec Astrid Panosyan-Bouvet depuis près de 2 heures maintenant. Mais d'autres représentants syndicaux, plusieurs d'entre eux ont refusé. C'est le cas de la CGT, la CFE-CGC a elle indiqué qu'elle ne souhaitait pas discuter de manière bilatérale avec la ministre. Et puis Force ouvrière, avec Frédéric Souillot, a lui indiqué qu'il acceptait l'invitation mais qu'il n'était pas disponible pour échanger avant la rentrée. Il faut dire que les propositions effectuées par François Bayrou la semaine dernière ont beaucoup énervé les leaders des organisations syndicales, à commencer par cette proposition de supprimer 2 jours fériés dans l'année ou encore de monétiser la 5e semaine de congés payés. Il est également question peut-être d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Ce sont tous ces sujets qui sont en train d'être discutés par Astrid Panosyan-Bouvet et Marie-Lise Léon. Leur rencontre ne devrait pas tarder à s'achever. Et puis cet après-midi, ce sera cette fois-ci au tour de la CFTC d'être reçue ici par la ministre du Travail. Chloé Giraud au ministère du Travail avec Olivier Saint-Paul. Merci à tous les deux. Du jamais vu, la pétition contre la loi Duplon sur l'agriculture et notamment l'autorisation, vous le savez, d'un pesticide très controversé a dépassé le million de signatures hier et le compteur grimpe toujours. Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, c'est le révélateur du décalage entre les Français et le gouvernement. Écoutez. Le succès de cette pétition dit toute la crise démocratique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ça montre à quel point il y a une différence entre des élus qui ne veulent pas respecter et entendre et protéger la population, mais de l'autre une population qui se rebelle comme elle peut, qui montre son opinion comme elle peut, et cette pétition est le moyen pour elle de montrer son désaccord avec cette loi. Et son succès montre à quel point le désaccord est profond. La suite, c'est un débat à l'Assemblée nationale, mais la suite, c'est aussi un appel au président de la République à ne pas promulguer la loi. Alexis Cuvillier, chef adjoint du service politique de BFM TV, est avec nous. Sandrine Rousseau, on l'a entendu, elle souhaite l'abrogation de cette loi Duplon. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Non, et elle le dit d'ailleurs, la députée écologiste de Paris. Il va y avoir en réalité plusieurs étapes. D'abord, c'est vrai, vu le succès très impressionnant de cette pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale, comme il y a le seuil de 500 000 signatures qui a été dépassé, la conférence des présidents qui réunit les présidents de groupe à l'Assemblée nationale peut décider, lors d'un vote en son sein, d'organiser un débat à l'Assemblée nationale sur cette pétition et donc, quelque part, indirectement, sur le fond de ce texte qu'elle remet en cause. En réalité, le texte, lui, ne peut pas être abrogé à l'occasion de ce débat, ça ne peut pas se passer comme ça. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a rappelé hier à l'occasion d'un déplacement. Elle se dit favorable à ce que le texte, la pétition puisse être débattue. C'est d'une certaine façon un respect, j'allais dire, démocratique, puisqu'il y a un grand nombre de signatures désormais, plus de 1 million. Mais elle rappelle également, la présidente de l'Assemblée nationale, qui défend son institution, que le Parlement s'est exprimé et a donc déjà voté. Il y a eu un accord en commission mixte paritaire, que le texte est adopté et qu'on ne peut pas donc revenir sur ce texte.
Il va y avoir d'autres étapes, je le disais. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Sa décision est attendue en août. Il faudra voir s'il juge que le texte est bien conforme à notre Constitution. Et puis ensuite, c'est vrai que le président de la République a des prérogatives constitutionnelles qui peuvent lui permettre ou de réorganiser une lecture de ce texte, ou alors même éventuellement de choisir de ne pas le promulguer, ce texte. Mais là, on entre dans des scénarios qui sont plus rares, qui posent un certain nombre de questions sur le pouvoir présidentiel en la matière. Ça veut dire qu'un texte qui aurait été voté et sous réserve de sa conformité à la Constitution, eh bien, pourrait être finalement retoqué par le président. Ça pose un certain nombre de questions. Et du reste, nous ne sommes pas certains à ce stade, du tout d'ailleurs, que ce soit la ligne que choisirait le président de la République. À suivre donc. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions. Retour au calme la nuit dernière à Béziers grâce aux renforts policiers engagés dans le quartier de la Devèze. Une quarantaine de CRS déployés après de nouveaux heurts donc dans la nuit de samedi à dimanche et l'incendie d'un appartement sur fond de trafic de drogue et quelques interpellations à la clé. Laura Cambeau, Margot Sèvres avec Mathis Menu. Alors que le quartier de la Devèze se réveille à peine, Marie-Josée sort de chez elle. Depuis 55 ans, elle habite ici dans ces immeubles de Béziers, là où dans la nuit de samedi à dimanche, policiers et pompiers sont tombés dans un guet-apens, dans cet appartement visé par un tir de mortier. Du jamais vu pour cette habitante qui a du mal à comprendre cette flambée de violence, totalement décomplexée. Avant, c'était bien, on vivait tous ensemble, mais là, ça devient invivable. Ils sont tous en cercle, là, en train de se passer les joints, en train de fumer. On les voit, tout le monde les voit. Des bandes de jeunes installées au pied des immeubles, que croise régulièrement cette habitante qui a souhaité rester anonyme. Quand vous allez à la poste, vous avez quelques jeunes assis sur des chaises, en train de dealer, à la vue de tous. On ne sait pas si on doit être abordé pour de la drogue ou quoi, si on va nous arracher notre sac, voilà. C'est ce sentiment-là. Pour tenter de rassurer ses habitants, le préfet a décidé de déployer des effectifs de sécurité supplémentaires dans le quartier. Alors toute la nuit, une soixantaine de policiers, aidés par la CRS 81 spécialisée dans les situations urbaines d'urgence, ont patrouillé. L'idée, c'est qu'on les voit sur la voie publique et puis aussi, comme juste à côté, de contrôler les personnes dont on peut se demander quelles activités ils font dans la rue à cette heure-ci. En tous les cas, faire en sorte de dire aux trafiquants que ce soir, il n'y a pas de deal. En tout, plus d'une dizaine de personnes et 25 véhicules ont été contrôlés. 3 personnes ont été interpellées. À Nîmes, c'est un couvre-feu pour les moins de 16 ans qu'a décrété la préfecture du Gard pour venir à bout des nombreuses fusillades de ces 15 derniers jours sur fond de règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Là encore, la mesure commence ce soir à 21h jusqu'à 6h et cependant au moins 2 semaines. Midi 41, restez avec nous dans le Déj Info. Dans un instant, nous irons en Ukraine où de nouvelles frappes russes ont fait au moins un mort à Kiev parmi les nombreuses attaques sur le pays cette nuit. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot effectue une visite diplomatique dans le pays. A tout de suite. Oh. Et les grands André, les familles, tu sais, les Je la connaissais pas celle-là. AMV, l'assurance des 2 roues qui comprend les 2 roues. À partir de 10,50 € par mois, testez nos tarifs sur amv.fr. Soyez fiers de faire de bonnes affaires. Bonial, la joie des promos. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça c'était moi avant, mais aujourd'hui j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Que se passe-t-il si vous laissez tomber une voiture et disons un parapluie dans un espace sans air? Eh bien sans air, les deux se déplacent de la même manière.
Mais il faut bien reconnaître que les occasions de conduire dans l'espace ou dans une chambre à vide sont plutôt rares. C'est pourquoi le design avancé du nouveau Skoda Enyaq vous garantit une conduite aussi fluide où que vous alliez. Découvrez le nouveau Skoda Enyaq 100% électrique. Skoda. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Avec Nutribullet, un maximum de nutrition en un minimum d'effort. 7 jours sur 7. Chez Puget, si nous pressons les olives dans les 24 heures après la récolte, c'est pour vous restituer tout le bon goût de l'olive. Puget, élue marque préférée des Français. Numéro 1 sur la qualité et le goût. Puget, fruit de la terre et du soleil. Et ensoleillez vos assiettes avec les vinaigrettes de Puget, balsamique, tomates séchées et ciboulette échalote. 8e édition du Grand Prix des maires. Maire élu, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandprixdesmaires-candidature.fr. Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. Aujourd'hui, on te présente BYD Dolphin Surf, la citadine 100% électrique pour surfer sur la ville au quotidien. BYD Dolphin Surf 100% électrique avec karaoké de série à partir de 199 € par mois. Et c'est sans apport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet byd.com/fr. Votre programme avec l'Azérostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazérostop.com. Votre programme avec les soins solaires Olysée. Bien protégé, bien hydraté pour un été en toute sérénité. Votre rendez-vous en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Midi 45 de retour dans le Déj Info. On part en Ukraine avec ces nouvelles frappes russes qui ont eu lieu dans la nuit, malgré la proposition de Volodymyr Zelensky d'organiser cette semaine de nouveaux pourparlers avec Moscou dans la semaine après les échecs, on le rappelle, des 2 dernières négociations à Istanbul. Les attaques ont fait au moins un mort à Kiev. Des dégâts ont également été recensés dans les régions d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest de Kharkiv, au nord-est. Au total, 426 drones et 24 missiles russes selon l'armée ukrainienne. Et quelques heures après ces nouvelles attaques, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, est donc arrivé à Kiev ce matin. Nicolas Coadou, on vous retrouve sur place à Kiev. Une visite qui intervient donc après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Oui, un nouveau train de sanctions pour lesquels d'ailleurs Jean-Noël Barrot s'est impliqué personnellement en écrivant, nous dit son équipe, lui-même le nom de certains oligarques russes qui sont donc visés par ces sanctions. Et c'est aussi pour ça que Jean-Noël Barrot, ce n'était absolument pas prévu dans son programme initialement. Dès qu'il est arrivé à Kiev, il a tenu à se rendre sur le lieu des frappes et faire une déclaration à la presse pour condamner fermement ces attaques russes, encore une fois, contre des civils. Vous l'avez dit, il y a un mort et 7 blessés. Jean-Noël Barrot, ensuite, qui était accueilli par un parterre d'ambassadeurs à la fameuse conférence des ambassadeurs, sorte de grand-messe ici en Ukraine où tous les ambassadeurs du monde entier sont réunis devant le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot était invité d'honneur. Il y a tenu un discours d'une dizaine de minutes particulièrement violent à l'égard de la Russie, où il explique notamment que cette guerre d'agression qui est menée par la Russie contre l'Ukraine est notamment une guerre contre la liberté, contre les Nations Unies et contre l'Union européenne, avec un résultat assez nul pour la Russie en termes de gains territoriaux. Je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques minutes au micro de Théo Touché. 3 ans après que la Russie a lancé sa guerre d'agression, elle n'a lamentablement pas réussi à atteindre ses objectifs. Depuis le début de l'année, la Russie n'a conquis que 0,25% du territoire ukrainien au prix de tant de vies humaines. Malgré des combats à au moins 3 contre 1, Vladimir Poutine n'a pas réussi à briser la ligne de front. En attaquant les villes et les zones résidentielles, il tente de briser le moral ukrainien, mais renforce au contraire votre détermination. Et le temps presse avec l'ultimatum des 50 jours fixés par le président Trump qui arrivera dans quelques semaines.
Jean-Noël Barrot, qui au cours de sa visite, qui doit donc durer 2 jours ici en Ukraine, n'a pas prévu de rester uniquement à Kiev. Il veut aller plus à l'est du pays, comprenez, plus proche de la ligne de front pour voir la réalité des combats, rencontrer des militaires et voir également comment est utilisé l'armement français qui est livré à l'Ukraine depuis maintenant 3 ans. Nicolas Coadou avec Théo Touché à Kiev. Merci à tous les deux. On en parle en plateau avec Patrick Sauce, le chef du service international de BFM TV. Patrick, c'est quoi l'objectif de ce déplacement de Jean-Noël Barrot ? Eh bien, il est là pour maintenir cette pression. Vous comprenez un peu ce rapport de force qui se voit en fait très concrètement. Vous avez le nouveau train de sanctions qui vient de l'Europe. Je rappelle, Jean-Noël Barrot, c'est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La réponse de Vladimir Poutine, c'est 426 drones et 24 missiles sur le territoire ukrainien et les premières frappes depuis une bonne dizaine de jours sur la capitale de Kiev. Il n'y a absolument rien de coïncidence, hein, vraiment. Il le savait, lorsque vous avez un déplacement de ministre occidental comme ça, vous avez un appel où il y a une liaison même à bas bruit entre les différentes chancelleries et donc le Kremlin savait que Jean-Noël Barrot allait venir. Et bien 2 heures plus tôt, paf, il y a eu un certain nombre de frappes totalement indiscriminées. Pression, mais aussi soutien envers les Ukrainiens. C'est le premier ministre étranger à être invité, parce que vous l'avez vu s'exprimer en anglais, à la conférence des ambassadeurs ukrainiens. Il va aussi aller du côté de Tchernobyl. Là, il n'y a pas de risque nucléaire, mais ça faisait partie du premier lieu symbolique agressé, envahi par les Russes en 2022. Et l'idée est de montrer que la réhabilitation se passe bien, notamment avec le soutien français. Et puis, pour des raisons de sécurité, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans les détails, mais vous avez entendu Nicolas Coadou, il y est effectivement question d'un déplacement un peu plus à l'est pour montrer le soutien, là aussi très concret, c'est-à-dire militaire, en tout cas en termes d'équipement militaire de la France vers l'Ukraine. Merci beaucoup Patrick Sauce pour ce décryptage. Évidemment, on continuera de suivre la visite de Jean-Noël Barrot en Ukraine dans nos prochaines éditions. 12h49, on parle à présent de réseaux sociaux avec X qui s'attaque aux autorités françaises à la suite d'une enquête pénale sur des soupçons d'ingérence. On va essayer de voir plus clair avec vous, Raphaël Grabli, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de Tech & Co. C'est quoi exactement le cadre de cette enquête ? Alors justement, le mot le plus important, c'est le mot ingérence. Les autorités craignent que Twitter soit utilisé à des fins d'ingérence et ça vise notamment Elon Musk qui a des positions très à droite, qui défend ses positions très à droite. Et donc la crainte des autorités, c'est pour ça que cette enquête a été ouverte, c'est pour faire la lumière, tenter de faire la lumière pour savoir si Twitter est utilisé par Elon Musk à des fins politiques. On sait qu'Elon Musk soutient l'extrême droite, notamment en Allemagne. Il a également soutenu Marine Le Pen. Et donc la question, c'est de savoir, notamment en vue des prochaines élections municipales et de l'élection présidentielle, si Twitter risque d'être utilisé à des fins politiques. Et il y a une communication la semaine dernière du parquet de Paris pour dire notamment que cette enquête a été confiée à la gendarmerie nationale et notamment que des personnes physiques, c'est-à-dire qu'il y a la personne morale, l'entreprise Twitter qui est visée, mais aussi une personne physique. Sans citer le nom d'Elon Musk, on comprend bien que c'est Elon Musk qui est personnellement visé, ce qui peut faire penser un petit peu à l'affaire Pavel Durov avec Telegram. Et le message finalement, quelque part, c'est de dire attention Elon Musk, si vous mettez un pied en France, peut-être que vous pourriez aussi être ennuyé par la justice. Merci beaucoup Raphaël Grabli pour ces précisions. La chronique éco tout de suite. Votre programme avec Lazerostop, centre Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et on parle mobilité avec ces trains low cost plus lents, mais beaucoup moins chers que la moyenne. Voici la recette du succès de l'offre Ouigo classique. Elle a été lancée il y a 3 ans par la SNCF. Des billets, oui, entre 10 et 49 €, 19 villes desservies, 4,5 millions de voyageurs ont déjà été séduits. Tom Imier et Lou Garni. Pour leur week-end à Paris, Manon et son compagnon avaient pensé au TGV. C'était autour de 150 € l'aller. Un budget bien trop élevé pour le couple, alors qu'avec l'offre de Ouigo... On a eu pour 116 € pour l'aller-retour, donc en tout. De quoi les convaincre, eux qui n'avaient jamais eu les moyens de prendre le train. Je pense que pour les prochaines vacances, oui, on reprendra Ouigo. Mais il faut être patient. Vianney a 4 heures de train devant lui. C'est 1 heure de plus que s'il avait pris la voiture. Pour lui, ça en vaut quand même la peine. Ça met un des transports les plus écologiques pour les longs trajets à disposition. Si on
a une vision à long terme pour la planète, 4 heures de train, c'est pas grand-chose. Une lenteur qui en décourage certains. Virginie arrive tout droit de Laval avec son bébé. Le trajet lui a coûté 30 €, une économie qui nécessite quelques sacrifices. Il n'y a pas d'espace enfant, il n'y a pas de voiture-bar non plus. 3 heures de trajet, quand il y a un enfant en bas âge qui leur passe, ça peut paraître long. Je me dis que peut-être que c'est plus intéressant de payer un peu plus et d'avoir gagné quand même en confort. Au total, chaque ligne réalise 3 allers-retours par jour. Bonjour Arnaud Hermé, vous êtes spécialiste des transports dans l'entreprise SIA. On aimerait comprendre pourquoi les Français se ruent autant sur l'offre Ouigo globale. Pour l'argent. Alors on le voit là sur le Ouigo train classique, c'est des rames Corail des années 80 qui ont été rafraîchies, disons, pour assurer des dessertes plutôt à petite vitesse, mais avec des prix défiant toute concurrence, à 10 €, voire 5 € pour des enfants. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le gros succès du Ouigo, c'est surtout sur la grande vitesse, low cost, qui a été lancé depuis une douzaine d'années. Et là, on a des prix d'appel sur un Paris-Lyon, par exemple, qui démarrent à partir de 16 €. Donc ça prend des parts de marché à l'autocar, à l'avion et puis à la route, notamment avec le covoiturage. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette offre Ouigo, justement, à la SNCF? Comment ça se traduit? Alors, elle apporte aussi de l'argent et des voyageurs. Même si les prix sont bas, les trains ils sont très remplis. On a des taux de remplissage qui dépassent 95%. Et puis des coûts qui sont tirés par le bas. Comment? En fait, en intensifiant l'utilisation de la rame. La rame TGV, c'est ce qui coûte le plus cher. Si on l'utilise vraiment toute la journée, eh bien à ce moment, on amortit le coût et c'est à ce moment qu'on devient compétitif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport qui peuvent faire concurrence, tout de même un peu d'ombre à Ouigo? Oui, alors c'est surtout Ouigo qui est venu faire concurrence à des moyens qui préexistaient. On pense au covoiturage, j'en parlais tout à l'heure. L'autocar longue distance qui s'est développé en France à partir de 2015, c'est ce qu'on appelait les cars Macron. Et puis même l'avion peut être moins compétitif, l'avion low cost moins compétitif que le Ouigo. Aujourd'hui, ça permet à la SNCF de continuer à croître sur le rail et puis aussi de couper l'herbe sous le pied de la concurrence. On sait que la concurrence, elle est arrivée sur la grande vitesse en France, mais elle ne s'est pas proposée d'offre low cost. Et là-dessus, la SNCF garde un peu, entre guillemets, le monopole de cette offre compétitive. Et même, elle arrive à l'exporter à l'international, notamment en Espagne aujourd'hui. Ça veut dire que la SNCF a tout intérêt à aller encore plus loin sur ces Ouigo, sur cette stratégie? Oui, elle a intérêt à aller plus loin. D'ailleurs, elle va plus loin parce qu'elle est en train d'acquérir davantage de rames qui seront dédiées au Ouigo. Comme je disais, elle s'est développée en Espagne là-dessus depuis 3 ans et ça a permis au réseau ferroviaire espagnol d'être beaucoup plus utilisé qu'auparavant. On sait qu'elle a des ambitions aussi en Italie. Donc oui, Ouigo, c'est vraiment un produit star pour la SNCF et je dirais un produit exclusif. Les concurrents ferroviaires ne se sont toujours pas lancés sur du low cost à grande vitesse. Merci Arnaud Hermé. Merci à vous. C'était votre programme avec Lazerostop, centre Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Le temps, Virginie Nilsson. La météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Pluie et fraîcheur, c'est le programme de la météo de cette semaine. Alors, excepté si vous habitez dans le sud-est ou encore en Corse, où là, vous allez pouvoir profiter du soleil. Les conditions donc s'améliorent très lentement après le passage donc de cette perturbation que vous voyez, cette dépression assez esthétique qu'on voit sur l'animation satellite, avec donc ces fortes pluies qui ont concerné l'est, le sud-est la nuit dernière et qui s'évacuent direction l'Italie. Mais à l'arrière, on a quand même une petite perturbation qui apporte quelques pluies modérées, localement fortes, avec quelques coups de tonnerre. Ce sont les points colorés que vous voyez là sur l'animation radar. Donc cet après-midi, ces pluies donc se décalent sur un large quart nord-est avec quand même pas mal de vent à l'intérieur des terres, sur les côtes de la Manche aussi, et donc un peu plus au sud sur les régions les plus méridionales. Le soleil est donc de retour avec des températures qui sont tout juste de saison, notamment si vous habitez sur la moitié nord. 22 à Lille, 23 à Paris, 25 pour Strasbourg. En revanche, donc sous le soleil, on attend encore 33 degrés au meilleur de la journée pour Nice. Demain, ça ira mieux grâce
grâce à une petite poussée anticyclonique par l'ouest. Ça va repousser donc les nuages et l'instabilité sur le nord-est à nouveau, donc le long des frontières du Benelux tout au long de la journée. Le ciel sera bien nuageux avec quelques pluies, encore donc du vent, et plus au sud, le soleil va s'imposer assez largement de la Gironde vers l'Occitanie en allant vers la région PACA et l'île de Beauté. Attention, ça va souffler d'ailleurs assez fort sur le Cap Corse. Demain matin, les températures, 16 degrés donc pour Strasbourg, Grenoble, 22 pour Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures remontent un petit peu sur la moitié sud grâce à l'ensoleillement. 28 à Bordeaux, il fera 29 pour Montpellier et 31 degrés si vous habitez à Marseille. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Et il est quasiment 13h sur BFM TV. Ravi de vous accompagner pour votre Déj Info. À la une de l'actualité, ce lundi, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard. La justice du Tarn décide de rouvrir l'enquête pour entendre l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. Ça passera par une demande de supplément d'informations. Toutes les explications dans un instant. Cette question, quelle solution face aux violences urbaines? La CRS 81 a été déployée à Béziers la nuit dernière, tandis qu'un couvre-feu a été instauré dès ce lundi soir pour les jeunes mineurs à Nîmes. Nous verrons si ces mesures peuvent être efficaces. Trouver une sortie de crise pour boucler le budget 2026, c'est l'une des priorités du gouvernement après la présentation du plan Bayrou la semaine dernière. La ministre du Travail a convié les syndicats aujourd'hui. Et puis l'arrivée en Ukraine de Jean-Noël Barrot ce matin. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe vient de soutenir le pays quelques heures après de nouvelles attaques russes dans la région de Kiev notamment. Il n'est pas là. Et du nouveau dans l'affaire Jubilard, l'ex-petite amie de Cédric Jubilard va donc être entendue par les enquêteurs et on va en parler tout de suite avec notre invité. Marion Ménage, bonjour, vous êtes avocate pénaliste à Pontoise. Alors il y a une procédure spéciale qui va être mise en place, vous allez nous la décrypter. La présidente de la Cour d'assises du Tarn a donc décidé l'ouverture d'un supplément d'information. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous sommes là dans un temps procédural qui est un entre-deux. L'instruction telle qu'elle était confiée au magistrat instructeur est terminée. Le procès d'assises, lui, n'est pas encore commencé. Et dans cet entre-deux, si de nouveaux éléments apparaissent, si de nouvelles investigations doivent être diligentées, c'est la présidente ou le président de la cour d'assises qui va être amené à statuer dans quelques mois, quelques semaines, qui est compétent pour diligenter ça. C'est pour ça que c'est la présidente de la cour d'assises du Tarn qui prend la main et qui devient directrice d'enquête pour diligenter ce nouvel élément d'investigation. Ça veut dire donc que la procédure pourrait s'accélérer dans les jours à venir ? Alors, je crois qu'il a été demandé aux enquêteurs de faire retour de l'interrogatoire avant le 31 juillet. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de tenir le timing et que cette audience à la cour d'assises, elle se tienne au mois de septembre comme prévu. Pour l'instant, il n'y a pas de décalage de calendrier. L'idée, c'est vraiment de mandater les enquêteurs, que l'interrogatoire soit mené, qu'il en soit vite fait retour à la présidente, que les parties en soient informées et qu'on puisse démarrer l'audience telle qu'elle était prévue début septembre ou fin septembre. Moi, j'ai une question sur ce rapport qui va être rendu. Effectivement, vous avez raison, avant le 31 juillet aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Est-ce que les différentes parties peuvent faire valoir leurs observations et diligenter, demander en tout cas, non pas diligenter, demander de nouveaux actes d'enquête qui, de facto, pourraient retarder l'ouverture du procès le 22 septembre. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, alors c'est possible. C'est-à-dire qu'une fois que cet interrogatoire aura été exécuté tel que demandé par la présidente, par les policiers ou les gendarmes qu'elle a mandatés à cette fin, ils vont lui rendre le procès verbal. Ce procès verbal, il va être envoyé à toutes les parties. Évidemment, si ça déclenche de nouvelles interrogations, si on a, j'en sais rien moi, un endroit extrêmement précis où on pourrait aller vérifier que le corps n'est pas, par exemple, là, les parties peuvent, mais la présidente le peut aussi, diligenter de nouvelles investigations pour rebondir. Je ne crois pas avoir entendu
entendu qu'il y ait de telles précisions dans la déposition de cette jeune femme. Mais comme pour l'instant, on n'a pas son interrogatoire précis, mais seulement ce que la presse a pu en relater, je ne peux pas vous en dire davantage. Effectivement, dans l'interview qu'elle donne à nos confrères du Parisien, elle évoque une zone géographique relativement vague qui ne permet probablement pas d'avoir une géolocalisation si précise. Mais vous avez raison, peut-être que lorsqu'elle va être entendue par la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse, évidemment, la question lui sera posée de manière peut-être plus circonstanciée et plus précise. C'est ça, s'il y a des éléments nouveaux qui découlent de son interrogatoire, évidemment, toutes les parties intéressées, c'est-à-dire les avocats de M. Jubilard, des parties civiles et la présidente de la cour d'assises, mais aussi le ministère public, l'avocat général, tout le monde pourra à ce moment-là venir demander de nouvelles investigations s'il y en a qui semblent importantes. Donc, pour bien comprendre, à 7h, la date du 22 septembre, la date d'ouverture du procès de Cédric Jubilard aux assises est maintenue à 7h. Mais s'il y a besoin, alors peut-être que le procès pourrait être reporté dans les semaines suivantes. Après, pour l'instant, on a un timing qui est relativement serré. On a une présidente qui a demandé à récupérer cet interrogatoire pour le 31 juillet. C'est dans 10 jours. Ça laisse encore tout le mois d'août et quasiment tout le mois de septembre pour, s'il y a besoin, faire de nouvelles investigations. Si on est sur des éléments très ponctuels et très facilement vérifiables, il n'y a pas de raison que cette date de procès elle soit déplacée. Et je crois que pour l'instant, tout le monde a à cœur que ça ne bouge pas. Merci Maître Ménage, merci également Pauline Revenat. Priorité au direct, on part du côté du ministère du Travail où Marie-Lise Léon de la CFDT s'exprime. Elle vient juste de partir. Donc après ces auditions de la ministre du Travail, de ces différents syndicats dans le cadre donc évidemment du budget 2026 du Premier ministre, on en reparlera dans un instant. On va prendre tout de suite la direction de Béziers où la nuit a été plus calme après ce guet-apens entendu aux pompiers et aux forces de l'ordre ce week-end. Un appartement a été incendié, touché par un mortier d'artifice. Tout cela s'est déroulé dans le quartier touché par un trafic de stupéfiants. On retrouve Laura Cambo sur place avec ce déploiement d'une unité de la CRS 81 toute la nuit dernière. Avec quel résultat ? Oui, eh bien comme vous le disiez, la nuit a été calme. C'est ce que nous confient les habitants sur place et également la préfecture de l'Hérault qui a en effet renforcé les moyens policiers sur place avec la venue, vous le disiez, d'une unité de CRS 81, une unité qui a été créée quelques années spécialement pour lutter contre les violences urbaines et contre le trafic de stupéfiants. Alors nous étions présentes, il y a eu de nombreuses patrouilles, de nombreux contrôles d'identité. Au total, 25 voitures ont été contrôlées, une dizaine d'individus et 3 personnes interpellées. En tout cas, ce dispositif, il est amené à être reconduit. Il va être reconduit dès ce soir. Voici ce que l'on nous dit du côté de la préfecture de l'Hérault. Les habitants ici sur place reçoivent positivement la venue de ces patrouilles, mais ils en demandent davantage, des mesures sur le long terme. Je vous propose d'écouter ces habitantes au micro de Margot Sève. Ça fait 55 ans que j'habite là de Vèze et que jamais j'ai vu des trucs comme ça. Ça n'existait pas avant, ça c'est sûr. Là, je ne sais pas ce que c'est, s'ils ont le diable au corps ou quoi, je n'en sais rien. Mais ça devient impossible. Je pense que la police, elle est présente, mais pas suffisamment et pas quand il faut. Pas quand il faut surtout, voilà. On a peur quand on vient dans n'importe quel commerce. Les patrouilles, c'est bien, mais c'est un temps donné. On entend l'inquiétude de ces habitants depuis hier, des habitants qui sont marqués par les violences qui se sont déroulées dans la nuit de samedi à dimanche. Vous le disiez, les policiers qui ont été pris dans un guet-apens dans ce quartier sensible de la Devèze. Ils ont été pris dans un guet-apens avec plusieurs jeunes qui leur ont lancé, qui ont tiré des mortiers d'artifice sur eux. Et l'un de ces tirs de mortier qui a terminé dans un appartement qui a fini incendié avec 9 personnes qui ont été relogées. Merci beaucoup Laura Cambo avec Margot Sève à Béziers. À Nîmes, c'est un couvre-feu qui entre en vigueur dès ce lundi soir. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans. Et la mesure prise pour enrayer les violences urbaines liées au narcotrafic sera en vigueur pour au moins 15 jours. Laura Cambo, Margot Sève, Louison Gasnier et Bettina de Guglielmo. Ce couvre-feu concerne 6 quartiers sensibles de Nîmes. Certains habitants espèrent dès ce soir avoir 15 jours d'accalmie. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Autour, on entend tout le temps des tirs. C'est invivable, quoi. C'est pas normal. C'est une bonne chose, comme ça au moins ça permet de les protéger. Si déjà pendant 15 jours ça permet d'avoir un quartier le soir tranquille, même pour les habitants,
on les prend. À partir de 21h ce soir et jusqu'à 6h du matin, les mineurs de moins de 16 ans devront être chez eux. Une mesure en vigueur pendant 15 jours, renouvelable si nécessaire. 8 fusillades ont eu lieu à Nîmes en moins de 2 semaines. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans impliqué dans des affaires de stupéfiants a été abattu par balle. La population est partagée. Pour certains, ce couvre-feu ne réglera rien. Donnez-leur un avenir aux jeunes, arrêtez de les enfermer. C'est pas en les enfermant que ça va résoudre quoi que ce soit. Je suis médiatrice sociale et je fais des actions pour que les parents sortent leurs enfants dans les quartiers parce qu'ils les sortent plus, parce qu'effectivement il y a ce trafic. La police elle y est plus dans les quartiers. Depuis qu'il n'y a plus la police de proximité, elle tourne autour et elle n'intervient pas. Des policiers supplémentaires sont actuellement recrutés à Nîmes. À la rentrée de septembre, nous aurons donc 13 policiers supplémentaires. L'engagement pris par le ministre de l'Intérieur est effectivement le recrutement de plus d'une trentaine de policiers. Nous a même autorisé à en recruter plus. En attendant, une compagnie de CRS arrive en renfort pour faire respecter ce couvre-feu. Bonjour Jérôme Durin, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur PS de Saône-et-Loire, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic. Autant dire que c'est un sujet que vous connaissez bien. Ce couvre-feu, par exemple, est-ce que c'est une mesure efficace selon vous ? Ça peut être une mesure nécessaire à court terme pour enrayer le cycle de violence auquel on assiste. Je crois qu'il faut s'intéresser aux problèmes de fond et qu'on ne traitera pas simplement par des couvre-feux ici ou là dans la Île-de-France les racines du narcotrafic et des violences urbaines auxquelles on assiste. Donc il faut vraiment s'en remettre à des politiques de fond, une politique répressive telle que celle proposée par la loi narcotrafic qui a été adoptée il y a 2 mois et dont je suis le co-auteur. Et puis sans doute aussi des politiques sociales, des politiques différentes en termes d'intervention policière dans les quartiers, parce que sinon les mêmes causes vont continuer à produire les mêmes effets. Ces racines, justement, vous les qualifieriez comment et où est-ce qu'elles prennent justement leurs sources? Comment les combattre? Elles sont multiples. Il y a des sujets d'éducation, il y a des sujets culturels, il y a des sujets économiques, il y a la déshérence de quartiers, parce que c'est pas dans n'importe quel quartier que ça arrive. On voit bien que c'est souvent dans des quartiers d'habitat social qui sont parfois relégués, où la présence policière, d'ailleurs l'action policière elle-même s'est éloignée, on n'a plus de police de proximité, où des gamins sont pris dans une économie de la dette qui leur est a priori plus favorable. On leur fait miroiter de l'argent qu'ils ne voient jamais. Ils sont parfois dans une forme de criminalité forcée, avec des réseaux criminels qui sont impitoyables, qui ont recours à des jeunes parce qu'ils savent que les jeunes font l'objet d'une réponse pénale altérée. Donc vous voyez, c'est gigantesque. Il faut évidemment répondre avec toute la sévérité nécessaire, et je pense que la loi narcotrafic le permet et va permettre de déployer des outils nouveaux, mais il y a des racines sociales, économiques, de relégation qu'il faut traiter aussi. Et puis il y a le sujet de la consommation, parce que on dit il n'y a pas de trafic sans consommateur. Évidemment, il y a la consommation, mais vous observerez que la consommation, elle progresse très vite, notamment dans des secteurs professionnels où des gens prennent de la cocaïne un peu comme un dopant pour tenir. Donc si on ne s'intéresse pas à tous ces phénomènes sociaux de fond, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Évidemment, il faut être sévère dans l'immédiat, mais il faut aller aussi chercher les causes profondes. Mais Jérôme Durand, l'équation a l'air un peu compliquée à résoudre. Vous le disiez, il y a cette loi qui va aider sur le plan de la contrainte plus restrictive, mais en amont, sur les causes que vous avez identifiées, l'éducation, sur la prévention, sur la consommation de la drogue, comment on agit dans le contexte de budgétaire actuel qui est plutôt à la baisse? Je crois que c'est la question du service public. Quand dans un État comme le nôtre, le service public bat de l'aile, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, ça ne peut pas aller. Et quand c'est dans la police et dans la justice, ça ne va pas non plus. Donc il faut des moyens policiers. Il faut des moyens policiers plus spécifiquement sur la question de l'investigation. J'ai rendu 2 rapports parlementaires, dont le dernier au début du mois de juillet, sur la crise de l'investigation, de la police judiciaire. Pour démanteler les réseaux criminels, il faut des enquêteurs spécialisés, notamment en matière économique et financière. Or, plus personne ne veut aller à la PJ, à la police judiciaire, à cause des cycles horaires, à cause du niveau de traitement insuffisant. Donc si on n'a pas de moyens publics dans l'investigation, dans la police, dans la justice, alors évidemment les criminels, les réseaux criminels prennent le dessus
C'est ce qu'on observe. Avec la loi narcotrafic, j'espère qu'on va rétablir l'équilibre. Mais pour l'instant, ils ont toujours un coup d'avance. Davantage de moyens donc à tous les étages. On a entendu votre appel. Merci beaucoup Jérôme Durin d'avoir été notre invité dans ce Déj Info. Le gouvernement veut donner aux entreprises des preuves d'amour. C'est l'objectif du 3e Conseil des entreprises réuni à Bercy ce lundi. Le mot d'ordre, c'est le dialogue pour boucler le budget 2026. Les précisions d'Antoine Forestier sur place. Oui, cette réunion entre les ministres et les organisations patronales a été l'occasion de débriefer les annonces de François Bayrou de la semaine dernière. Le Premier ministre qui a présenté son plan de redressement pour économiser 43,8 milliards d'euros. Un moment difficile pour l'économie du pays, selon Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui a parlé de preuves d'amour à apporter aux chefs d'entreprise. Il a réitéré sa volonté de ne pas augmenter les charges qui pèsent sur eux l'an prochain. Je vous propose de l'écouter. Il y a une concurrence très forte de l'ensemble des pays et puis il y a ce dialogue difficile avec les États-Unis d'Amérique sur les droits de douane. Et c'est la raison pour laquelle, dans le budget que le Premier ministre a présenté la semaine dernière, il était absolument essentiel de protéger les entreprises, de ne pas augmenter la fiscalité, de ne pas augmenter les charges qui pèsent sur elles, parce que la compétitivité, c'est la meilleure façon de développer notre économie, de continuer à créer des emplois et à protéger l'avenir. Les organisations patronales sont ressorties assez satisfaites de ces échanges avec les ministres, même si le contexte économique reste incertain. Il y a cette menace des États-Unis d'appliquer des droits de douane à 30% à partir du 1er août prochain. Des négociations sont en cours avec l'Union européenne, négociations compliquées mais pas totalement perdues, nous soufflait un conseiller tout à l'heure. Le ministre de l'économie a d'ores et déjà indiqué qu'il se réservait le droit de prendre des contre-mesures si jamais Donald Trump allait jusqu'au bout de son projet. Antoine Forestier à Bercy et du côté du ministère du Travail. Dans le même temps, c'est la ministre Astrid Panosyan-Bouvet qui reçoit, elle, les syndicats aujourd'hui en préambule aux négociations sociales qui sont souhaitées par le gouvernement justement dans le cadre toujours de cet effort budgétaire. Et ce matin, c'est Maryse Léon de la CFDT qui a été reçue avant Cyril Chabagnier de la CFTC cet après-midi. On va justement écouter Maryse Léon qui refuse la mesure des 2 jours fériés travaillés. Écoutez. Le monde du travail a refusé de travailler 2 ans de plus avec les retraites. Il refuse aussi de travailler 2 jours de plus avec la suppression de 2 jours fériés. Et on a été là pour porter cette parole-là. Et je pense que c'est important de le faire avec un gouvernement qui réfléchit beaucoup encore malheureusement en tableur Excel et qui écoute beaucoup les employeurs qui passent leur temps à se plaindre qu'il n'y a pas assez de choses, de possibilités de flexibilité ou de souplesse alors que la balle est dans leur camp. Faire en sorte qu'ils comprennent enfin ce qu'est le nouveau rapport au travail, c'est bien de leur responsabilité. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur la situation en Ukraine avec ces nouvelles frappes russes cette nuit qui ont fait notamment un mort à Kiev parmi les nombreuses attaques sur tout le pays. Et c'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe en France, Jean-Noël Barrot, effectue sa visite diplomatique en Ukraine. On suivra ce déplacement et ses déclarations. Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. Aujourd'hui, on te présente BYD Dolphin Surf, la citadine 100% électrique pour surfer sur la ville au quotidien. BYD Dolphin Surf 100% électrique avec karaoké de série à partir de 199 € par mois. Et c'est sans apport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet byd.com/fr. Depuis 10 ans, le confort des matelas Emma fait beaucoup de bruit. Car avec les matelas Emma, c'est 10 ans de confort garanti. Un matelas qui s'adapte à votre corps, vous enveloppe de fraîcheur et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Emma, des matelas conçus pour une décennie de... Profitez des soldes d'été avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. À tout moment, la vie peut basculer. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, cancer, Alzheimer. Faites avancer la recherche. Léguez sans droit de succession à l'Institut Pasteur. Ensemble, faisons gagner la vie. Demandez la brochure Leg au 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr.
Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça c'était moi avant et aujourd'hui j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Rapide comme l'éclair de tout l'univers. Secteur Alarme agit aussitôt en moins de 20 secondes chrono. Moins de 20 secondes chrono? Et puis quoi encore? Et puis, on installe en moins de 24 heures. Allez vite sur secteuralarme.fr, parce qu'on rentre comme dans un moulin ici. Secteur Alarme, la télésurveillance leader des avis en ligne. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez tous les produits SKF sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. Avec Verisure, la protection de la famille Lesage est passée de ça à ça. Grâce au nouveau détecteur extérieur Verisure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Verisure. Vous êtes enregistré. Et les forces de l'ordre alertées. Avec Verisure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès l'extérieur. En ce moment, bénéficiez d'au moins 50% sur les packs. Rendez-vous sur verisure.fr ou appelez gratuitement le 3110. Mois dernier, 4,20 €. Bah, t'as économisé le mois d'avant? Moins 3 €. Et avant, 5 €. Faut compter rester sur l'appli Total Énergie toute la journée ou bien... C'est bon, il bosse pas demain, là. Mais ouais, je bosse pas demain. Et puis, c'est pas Versailles ici. Hein? Fais des économies. Papa! Oui? Je vous entends! Avec Total Énergie, profitez d'une électricité moins chère et jusqu'à 150 € offerts pour toute nouvelle souscription. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. La suite de votre Déj Info à 13h19. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et l'actualité à l'étranger avec ces nouvelles frappes russes en Ukraine la nuit dernière. 4 districts de Kiev ont été touchés. Le bilan est au moins d'un mort et 2 blessés. Plusieurs incendies ont éclaté, notamment dans une école maternelle. Les autorités ont appelé les habitants à rester dans les abris. Et à peine quelques heures après ces nouvelles attaques, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe français, Jean-Noël Barrot, est arrivé à Kiev ce matin. Nicolas Coadou, vous êtes sur place pour BFM TV, une visite qui intervient après l'entrée en vigueur, on le rappelle, des nouvelles sanctions de l'Europe à l'encontre de la Russie. Un nouveau train de sanctions pour lesquels d'ailleurs Jean-Noël Barrot s'est impliqué personnellement en écrivant, nous dit son équipe, lui-même le nom de certains oligarques russes qui sont donc visés par ces sanctions. Et c'est aussi pour ça que Jean-Noël Barrot, ce n'était absolument pas prévu dans son programme initialement. Dès qu'il est arrivé à Kiev, il a tenu à se rendre sur le lieu des frappes et faire une déclaration à la presse pour condamner fermement ces attaques russes, encore une fois, contre des civils. Vous l'avez dit, il y a un mort et 7 blessés. Jean-Noël Barrot ensuite qui était accueilli par un parterre d'ambassadeurs à la fameuse conférence des ambassadeurs, sorte de grand-messe ici en Ukraine où tous les ambassadeurs du monde entier sont réunis devant le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot était invité d'honneur. Il y a tenu un discours d'une dizaine de minutes particulièrement violent à l'égard de la Russie où il explique notamment que cette guerre d'agression qui est menée par la Russie contre l'Ukraine est notamment une guerre contre la liberté, contre les Nations Unies et contre l'Union européenne, avec un résultat assez nul pour la Russie en termes de gains territoriaux. Je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques minutes au micro de Théo Touché. 3 ans après que la Russie a lancé sa guerre d'agression, elle n'a lamentablement pas réussi à atteindre ses objectifs. Depuis le début de l'année, la Russie n'a conquis que 0,25% du territoire ukrainien au prix de tant de vies humaines. Malgré des combats à au moins 3 contre 1, Vladimir Poutine n'a pas réussi à briser la ligne de front. En attaquant les villes et les zones résidentielles, il tente de briser le moral ukrainien, mais renforce au contraire votre détermination. Et le temps presse avec l'ultimatum des 50 jours fixés par le président Trump qui arrivera dans quelques semaines.
Jean-Noël Barrot, qui au cours de sa visite, qui doit donc durer 2 jours ici en Ukraine, n'a pas prévu de rester uniquement à Kiev. Il veut aller plus à l'est du pays, comprenez, plus proche de la ligne de front pour voir la réalité des combats, rencontrer des militaires et voir également comment est utilisé l'armement français qui est livré à l'Ukraine depuis maintenant 3 ans. Nicolas Quadou avec Théo Touchet. Et plus de 3 ans après le début de l'invasion russe, l'économie de guerre se met en place en Ukraine. Le pays a complètement modifié son industrie. Ouais, écoutez, ce chiffre aujourd'hui, ce sont 40% des armes utilisées sur le front qui sont fabriquées en Ukraine. Mais tout cela ne se fait pas sans risque. Ces usines sont régulièrement ciblées, vous allez voir, par l'ennemi russe. Reportage de Pierre Barbin, Joao Alencar et Philippe Dolsenko. Lorsque la guerre a commencé, cet ingénieur a voulu aider son pays. Il a donc décidé de produire des drones pour l'armée ukrainienne. Ce drone a une portée de 30 à 35 km depuis la position du pilote. Avec celui-ci, on peut détecter un tank et repérer certains points de commandement. Dans ce lieu secret où le personnel se doit de rester discret, près d'1 millier de drones est produit chaque mois. L'entreprise voulait jouer un rôle dans cette guerre. C'est notre mission de dégager les Russes de notre pays. C'est un sentiment simple. On doit être libre. Selon Volodymyr Zelensky, 40% des armes utilisées sur le front sont aujourd'hui fabriquées en Ukraine. L'industrie du pays joue désormais un rôle dans cette guerre, mais ce n'est pas sans risque, loin de là. Depuis 1 an, cet Ukrainien conçoit des caméras thermiques pour l'armée. Mais face à la menace, il refuse de montrer son lieu de travail. Nous sommes des cibles importantes pour l'ennemi. Il nous chasse. Quelques jours plus tôt, une entreprise similaire à la sienne a d'ailleurs subi une attaque de drones russes. Bien heureusement, c'était la nuit. Personne n'a été tué ni même blessé. Mais la ligne de production a été totalement détruite. Dans les prochains mois, la production d'armes en Ukraine va continuer de s'accentuer. Une manière d'être moins dépendant des autres pays. Et on en vient à ce caillou dans la chaussure de Donald Trump. Le président américain peine à s'extirper de ses rapports passés avec Jeffrey Epstein. On va en parler avec Patrick Sauce, le chef du service international de BFM TV. Patrick, beaucoup d'épisodes quand même dans cette affaire. Le dernier en date, c'est Donald Trump qui s'en est pris à Barack Obama sur son réseau social. Oui, en reprenant notamment des interviews de Tulsi Gabbard. Il faut vraiment s'arrêter sur ce personnage. Je n'ai pas d'autre nom parce que c'est une ancienne représentante de la circonscription d'Hawaï, représentante démocrate. Elle était proche du clan Obama pendant des années et puis elle a totalement, j'allais dire presque vrillé, en tout cas changé de logiciel. Elle est devenue totalement pro-russe, pro-Donald Trump et anti-Barack Obama. Et comme elle était pro-Donald Trump, sa loyauté à payer, elle est devenue directrice du renseignement national. Et c'est en cette qualité que cette fin de semaine, ce week-end, elle a accusé Barack Obama d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Rien de moins que ça. Un coup d'État contre Donald Trump qui allait certainement gagner la présidentielle de 2016, chose qu'il a faite. Mais vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé et il y avait des preuves à l'appui d'ingérence de la Fédération de Russie qui a bien aidé Donald Trump à gagner. Il n'a pas eu besoin que de ça, mais en tout cas, les preuves d'ingérence étaient là. Eh bien, pour les Trumpistes, c'est faux. C'est même une tentative de coup d'État, voire de la traîtrise de la part d'un président des États-Unis. Le fait est que l'idée est de totalement dévier le sujet, puisque ce qui concernait Donald Trump jusque-là était bien cette affaire Epstein. Encore une fois, il a été élu sur cette promesse de candidat qui est d'ouvrir à peu près tous les dossiers qui étaient sujets à toutes les théories du complot, les assassinats des frères Kennedy, de Martin Luther King, et donc cette affaire de Jeffrey Epstein avec la mort du principal accusé qui s'est pendu, mais est-ce qu'il n'avait pas été mort ou assassiné parce qu'il renfermait dans ses secrets, dans ses carnets, des secrets qui pouvaient éclabousser à peu près toute la classe politique. Le problème, c'est que dans la classe politique, il pouvait y avoir Donald Trump et c'est lui-même qui a dit écoutez, on n'a pas forcément besoin de faire la lumière sur absolument tout, il n'y a pas de secret, et il se retrouve avec une base politique qui lui demande désormais des comptes, et c'est depuis quelques jours des contrefeux de partout. Le fait est que tout le ramène à chaque fois à l'affaire Epstein. Rappelons-le, en étant tout à fait transparent, que Donald Trump n'a pas été inquiété du tout sur le plan légal, mais sur le plan moral, ça se retourne toujours contre vous lorsque vous êtes aux États-Unis. Parce que brièvement, on peut rappeler que l'épisode précédent, c'était Donald Trump versus Wall Street Journal qui l'accusait, pour montrer les liens qu'il a avec Jeffrey Epstein, notamment d'avoir réalisé un dessin.
Le Wall Street Journal, qui est un journal sérieux parmi les journaux sérieux, qui est aussi, et ça c'est important de le nommer, qui est propriété de Rupert Murdoch, qui est un ancien grand ami de Fox News et du New York Post, qui a été un grand ami de la famille Trump, mais qui ne l'est plus forcément, et puis surtout qui laisse en fait le Wall Street Journal travailler. Il y a des preuves selon le Wall Street Journal, et même avec une plainte annoncée par Donald Trump qui n'a pas été déposée, avec 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, qui restent sur ses positions puisque ces journalistes ont fait leur travail. Merci beaucoup Patrick. La météo, Virginie Ilson-Lévy.